C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Épisode 52. Au sommaire, en pleine tempête anti-queer, Hydro-Québec choisit son camp, le camp de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. À notre chronique Make America Queer Always, on revient sur le jour du souvenir trans, alors qu'au moins 33 personnes trans ou non-binaires ont été tuées en un an aux États-Unis et 300 dans le monde. Une autre personne non-binaire, cette fois, qui fait la grève de la faim pour faire reconnaître son identité de genre dans certains documents gouvernementaux. Et l'autrice française Valérie Beau propose un roman qui met en lumière la bisexualité et la pansexualité d'un point de vue féminin. Et puis on fait du vintage à la chronique Ma vie en cinéma queer. Mais on va pas finir de la musique, on va aller directement comme ça. À l'heure où l'arc-en-ciel se lève, du 27 novembre 2023, on fait du vintage, du kitsch, du rififi, du rococo et même du quétaine. Et on n'en a pas honte. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bon, écoute, aujourd'hui, j'ai été plus long que mon thème musical. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, allons-y. Commençons tout de suite cette émission avec une entrevue assez intéressante et assez percutante. Vous savez que on entend souvent dire les entreprises qui vont parler de la fierté, qui vont parler d'inclusion, parce que au mois de juin, parce que c'est le mois des fiertés au Canada anglais, ou du moins au mois d'août, quand c'est le mois des fiertés ou le défilé de la fierté à Montréal. Hydro-Québec, eux autres, ils ont décidé qu'ils ont attendu au mois de septembre pour le faire. Puis ils en ont surpris plus d'un. Je dirais même certains ont été choqués quand ils ont réaffirmé leur soutien à la communauté LGBTQIA+, et mettre l'inclusion au cœur de leur valeur. Au moment, si vous vous rappelez, à ce moment-là, il y avait des manifestations contre les droits des personnes trans. Vous vous rappelez, c'était absolument horrible. En fait, je pense que ces manifestations passaient juste devant les bureaux d'Hydro. Ça fait que ça donnait bien qu'on en parle. Pour en discuter, on reçoit Pasquale Lo Mascolo, qui est conseiller en équité, diversité et inclusion. C'est Hydro-Québec. Bonjour ou bonsoir, d'abord qu'on nous écoute. Alors, on utilise quel pronom avec toi? Il, lui, s'il vous plaît. D'accord. Je vais te demander de mettre ton micro juste à la hauteur de ta... Oui, voilà. Ben justement, là, j'ai fait une intro où j'en ai révélé un peu, mais qu'est-ce qui a... Tout ça, là, il y avait toutes ces manifestations. C'était vraiment pas très joli ce qu'on voyait. Et Hydro-Québec a décidé de mettre un communiqué sur LinkedIn en rappelant que l'inclusion, c'était au cœur de ses valeurs et qu'elle soutenait explicitement les communautés de LGBTQIA+. Est-ce que, d'abord, je vais vous poser la question, est-ce que c'est du pinkwashing? Pour ceux qui ne savent pas, c'est les compagnies qui s'enrobent dans les valeurs d'inclusion de nos communautés pour faire de l'argent, finalement, pour bien vendre leurs produits. C'est une bonne question, merci pour l'accueil. Écoutez, on était tous un peu déstabilisés en voyant la montée de la haine depuis plusieurs années envers nos communautés. Et ce qu'on a constaté le jour de la manif et de la contre-manif, donc c'était de voir les deux, d'un côté, beaucoup, beaucoup d'amour, d'ouverture, d'inclusion, des gens qui veulent s'accepter selon toute leur diversité, et de l'autre, il y avait une haine vraiment très, très profonde qu'on voyait dans les rues, et je pense qu'on était moins habitués à Montréal de les voir chez nous, au Québec, assez accueillants, assez ouverts, et de voir ça en plein centre-ville de Montréal, ça nous a déstabilisé plusieurs. Et ensuite, de voir chez nous, chez Hydro-Québec, plusieurs membres de nos communautés se sont levés en disant « Wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Et qu'est-ce que nous, on fait? » Hydro, ça a été assez long avant qu'on fasse des sorties plus pour le défilé, par exemple, pour Fierté Montréal. C'était un peu plus long, puis cette année, ça a été notre première sortie. Puis on a attendu parce qu'on voulait pas faire de pinkwashing. On se disait, tu sais quoi, est-ce qu'on est légitimisé pour aller faire une fierté si certains de nos employés peuvent encore vivre l'homophobie, la biphobie, la transphobie, la lesbophobie? Peut-être pas encore. Donc, on a attendu. Et cette année, on dit, bon, si on est prêt, bien, on y va à fond. C'est un peu, en anglais, on dit walk the talk. C'est un peu ça. Oui. On a fait le positif pour la fierté. Il y a le moins positif qui arrive en septembre. Puis ça, on a trouvé ça difficile. Puis on dit, stop. Ça, c'est non. On fait un petit message qu'on ne pensait pas qu'il allait avoir autant de répercussions. Oui, mais en fait, je vais juste reprendre dans le walk the talk, là, c'est quand les bottines suivent les babines, exact, comme disent les politiciens. Mais c'est quand même intéressant parce que Hydro-Québec a d'ailleurs une équipe de réseaux sociaux incroyable parce que j'imagine, il y avait une tempête dans la rue, mais j'imagine la tempête, notamment sur Twitter, qu'on appelle X maintenant. Absolument. Et ce qui est un peu
déconcertant, je vous dirais, moi je travaille plus en équité, diversité, inclusion, c'est de voir nos gestionnaires de communauté qui ont eu à gérer ça. Et souvent, il y a une haine généralisée de plus en plus, surtout sur certains médias sociaux, je dirais. Et des fois, les gens ont juste une haine envers plein de monde, que ce soit légitimité ou pas. Et ça donne que cette fois-ci, et depuis un bon bout de temps, c'est envers nos communautés. Et on trouve ça un peu difficile. Donc, à la base, un message super positif, surtout pour dire à nos employés à l'interne, on est là, on vous entend. Hydro, on veut, un, la bienveillance, et deux, que tout le monde se sente en sécurité, peu importe là où on se trouve au Québec. Ensuite, tout ce qui a suivi, c'est un peu négatif, mais notre message principal, c'est de dire à l'interne, on y tient, puis c'est important pour nous. Souvent, c'est très négatif, mais ils sont pas très nombreux, mais ils ont plusieurs comptes sur Twitter pour nommer ce réseau social, mais c'est souvent là où ça se trouve. Mais diriez-vous que dans l'ensemble, c'était si négatif que ça? Pas de temps. Ouais. Et on est vraiment content parce qu'il y a plusieurs, on regardait davantage à l'interne nos propres employés et on a beaucoup de messages de nos employés qui ont dit « Wow, OK, merci ». Surtout qu'Hydro est une entreprise, c'est pan-québécoise, grande société d'État, on est partout au Québec. Donc souvent, on fait des activités qui sont très à Montréal. Et c'est important pour nous de dire « Hey, on a fait de la fierté à Montréal », mais on parle pas juste des enjeux de nos communautés à Montréal, mais partout au Québec. Et donc, c'est un peu important. On sait que c'est pas facile pour tout le monde selon où on se trouve ce territoire, qu'on soit en ville ou un peu plus éloigné. Alors, pour nous, c'est vraiment important de réitérer. Et surtout, en montant notre hiérarchie, c'était vraiment unanime. Ça a été très, très rapide. C'était le lendemain. Tu sais, la manif, on n'en a pas tant entendu parler dans les médias, disons, traditionnels. Dans les communautés, on entendait beaucoup parler. On avait tous un peu peur. Et je me rappelle le matin être là à la manif devant, au coin de Sherbrooke, McGill College, et tu regardes dans les yeux des gens qui te détestent. Ah oui, la haine est épouvantable. Elle était forte. Ouais, tu sais, moi, comme homme cis gay, je me dis, qu'est-ce que ça serait pour tous les autres membres de notre communauté qui sont encore davantage marginalisés et pour qui, soudainement, on devient une espèce de symbole de haine de gens qui sont juste, peut-être, qui nous en veulent un peu. Et on ne sait pas trop pourquoi. Tout ce qu'on veut, c'est exister comme communauté. Ouais. Je pense que c'est pire pour les gens chez qui ça paraît le plus. Puis c'est pas un défaut, là. Parce qu'on est quand même dans le même bain, toi et moi. On est deux personnes gays, cisgenres. Tu me vois dans la rue, tu le sais pas. Ça m'est pas écrit dans le front, toi non plus. Mais quelqu'un c'est qui ça paraît et qui subit ça à la journée longue, c'est pas drôle. Mais c'est un peu difficile. Et peu importe notre identité, soit notre identité de genre, notre expression de genre, c'est difficile parce qu'on veut que tout le monde soit juste... je veux être bien. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Ah, j'espère subir quelque chose de haine le matin. » Les gens juste... Excuse-moi, j'en ris, mais c'est pas drôle. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Ouais. Mais c'est terrible parce qu'on se dit souvent, les personnes se lèvent le matin pour haïr quelqu'un d'autre, mais peut-être c'est pas toujours vrai. Ouais. Et donc, on se dit, tu sais, moi, nous, comme employeur, on se dit, toi, quand tu vas rentrer à la job, et je veux juste tu te trouves dans un milieu inclusif, que tes collègues soient respectueux de toi, puis ne sont pas rendus à te poser full questions ou à être super ouverts, mais au moins les gens te respectent, qui gardent leurs commentaires chez eux. Ça s'applique tant chez nous, puis on essaye un peu d'influencer d'autres grands employeurs à faire un peu la même chose, parce que c'est un peu une responsabilité d'employeur. J'aimerais ça qu'on parle de ton rôle. Tu es conseiller donc en EDI, équité, diversité et inclusion. Mm-hmm. Ça consiste en quoi exactement là, chez Hydro-Québec? C'est quoi cette politique-là? Oui, on est vraiment très fiers d'avoir une équipe maintenant. On est quelques-uns à travailler sur l'équité, diversité et inclusion. Il y a 3 mandats. Un par lettre. C'est vraiment très simple. La diversité, on veut accroître la diversité pour être le reflet du Québec. Selon toute diversité confondue, qu'on soit une personne de nos communautés, LGBTQ+, qu'on soit une femme, parce que les femmes ne sont pas de la diversité, mais sont très sous-représentées chez Hydro-Québec, les personnes en situation de handicap, les personnes autochtones et les personnes des communautés ethnoculturelles. Donc, on travaille un peu à tout ça tous les jours. 1, c'est augmenter cette diversité-là. 2, l'inclusion. Est-ce que je suis bien? Donc, si je te dis, « Hey, viens travailler chez nous parce qu'elle est comme personne gay, tu vas être bien, tu vas voir si je rentre dans l'entreprise puis je ne suis pas super bien accueilli ou j'entends des commentaires homophobes, peut-être comme employeur, j'ai un peu échoué. Donc, notre job, c'est vraiment de travailler l'inclusion tous les jours. Puis ensuite, le fameux équité, c'est de voir, y a des processus qu'il faut changer. C'est des choses qui marchent moins pour certaines personnes. Il y a des barrières, entre autres choses. Voilà. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas équité, mais c'est vraiment de s'assurer quand il y a des barrières au fait qu'une personne pourrait être heureuse ou pourrait travailler dans un poste quelconque,
on enlève cette barrière-là, donc on fait de l'équité. Absolument. Donc, ça peut vouloir dire de mettre des rampes pour les personnes en fauteuil roulant, comme ça peut vouloir dire d'avoir des salles de bain pour des personnes qui préfèrent des salles de bain non genrées ou du moins qui n'ont pas à subir les regards des autres. C'est deux excellents exemples. Et on est davantage habitué à voir des mesures pour des personnes à mobilité réduite, des personnes qui ont un handicap plus physique ou visible, où on est habitué, si on veut, à faire ce genre d'inclusion, mais avec des mesures d'équité. Mais ensuite, tout le volet où je vois moins, où je suis moins à l'aise, dire, bon, OK, il faut que j'intègre une salle de bain dans un bâtiment X. Quand tu es un employeur avec plusieurs centaines de bâtiments un peu partout au Québec, comment tu fais ça? Et ultimement, tu te dis, je vise l'inclusion. Donc oui, OK, une salle de bain pour, je sais pas, une personne qui soit une salle de bain non genrée, mais pourquoi je les rends juste pas toutes et tous des salles de bain, tu sais, mixtes, ou bien surtout neutres pour tout le monde? Ça serait tellement plus simple. C'est des gros investissements, c'est long, mais chaque petite mesure, mais ça prend du temps. Et puis, il faut changer les mentalités aussi. Le temps passe, le temps file, mais je me rends compte que Hydro-Québec, quand même, partage ses bonnes pratiques avec d'autres groupes aussi. C'est important pour vous autres, ça? Absolument, on est vraiment contents. On a parti il y a quelques années un groupe officieusement, là, c'est rien de très, très officiel, si on veut. Un groupe interentreprise, donc plusieurs entreprises, soit parapubliques ou publiques, avec vraiment pour voir, OK, vous, qu'est-ce que vous faites chez vous? Tu sais, que ce soit des collègues des municipalités, des collègues je sais pas, d'autres grandes sociétés d'État, soit fédérales ou provinciales. Puis ensuite de partager, OK, vous faites quoi? Où est-ce qu'on est rendu? Des fois, le public, ça prend un peu plus de temps, si on veut, que le privé. Mais on prend le temps de bien faire les choses. Puis on est vraiment le reflet de l'État, bien, surtout le reflet de la population. Donc, on essaie de surtout se partager, soit que ce soit avec les enjeux LGBTQ+, ou toute mesure anti-raciste, des mesures pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et le message dans tout ça que Hydro-Québec veut passer? Le message est toujours, on t'accepte comme tu es et on veut que tu t'épanouisses pleinement. Ça va prendre peut-être un peu de temps dans certaines équipes plus que d'autres, mais ultimement, c'est ça à l'interne. Puis à l'externe, on dit, tu sais quoi, si la société d'État, la plus grande société d'État au Québec est capable de le faire, d'autres employeurs, peu importe la taille, qu'ils soient privés ou publics ou parapublics, sont capables de le faire aussi. Après toi, Hydro-Québec a contribué à construire le Québec au niveau économique, pourra peut-être le construire au niveau social, sait-on jamais. Pasquale Mascolo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci. En bref. Armand Larrivée-Monroe, pionnier de la scène homosexuelle qui a fait les belles nuits montréalaises dans les années 1950, 60 et 70, n'est plus. Il était âgé de 88 ans. Initiateur d'une scène gay bouillonnante et flamboyante, Armand Monroe, aussi connu comme La Monroe, a non seulement ouvert des portes à celles qu'on allait un jour appeler drag queen, mais a d'abord fracassé un plafond de verre pour les hommes qui voulaient tout simplement s'aimer en public, a écrit Fierté Montréal sur sa page Facebook. Dernier d'une famille de 13 enfants, Armand Larrivée naît en 1935 et grandit dans le quartier Saint-Henri à Montréal. En 1957, il est déjà connu sous le nom de La Monroe pour l'admiration qu'il voue à l'actrice Marilyn Monroe. Le propriétaire du Tropical Room, Sully Silvers, lui propose d'en devenir l'animateur, un rôle qu'il assumera avec entrain et dans lequel il révolutionnera l'univers des bars gays de Montréal en offrant à la clientèle homosexuelle des spectacles conçus pour elle. En 1958, après avoir fait pression auprès du propriétaire du Tropical Room, il obtient finalement la permission que les hommes puissent danser ensemble, une première à Montréal, peut-on lire sur le site de la ville. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Make America queer always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Allô, allô Chantal, comment ça va? Ça va bien, mais ça va bien, ça dépend. Après la chronique aujourd'hui, ça va aller moins bien, mais bon. Écoute, on a commencé l'émission quand même avec un regard très positif, l'implication d'Hydro-Québec dans l'inclusion, la diversité et l'inclusion.
la diversité, l'inclusion, l'équité, voilà. Alors, on va aller faire un tour dans ce merveilleux pays, donc, qui est au sud de la frontière, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, avec Chantal Nadeau, qui est professeur, hein, je vais te présenter à nouveau, professeur en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois. C'est quand même pas rien, alors ça nous aide à bien comprendre ce qui se passe chez vous. La semaine dernière, le 20 novembre, c'était le jour du souvenir trans et le président Biden a souligné l'événement. J'étais pour faire une petite blague, de quoi faire hurler les MAGA, les Make America Gay, oh Dieu, je suis bien mêlé, Make America Great Again, là, les Trumpistes qu'on pourrait dire. Et pourtant, aux États-Unis, c'est épouvantable les meurtres de personnes trans. Alors, on en a dénombré plus de 30 en un an. En un an, aux États-Unis, personnes trans et non-binaires, et c'est 300 dans le monde. J'entends, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, ben, les chiffres sont différents, puis dément, comme tu dis si bien. Et puis, à un point tel que le Human Rights Campaign, qui est le plus gros lobby, le lobby le plus puissant aux États-Unis pour la protection des LGBTQ, a déclaré une épidémie. Et pour la première fois en 40 ans d'existence, ils existent depuis 1980, un état d'urgence nationale. Ah! Oui, alors voilà. Fait que ça, c'est les chiffres. Alors moi, pour la séance d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller lire le rapport. J'ai lu le rapport au complet, avec les chiffres, avec bon, la méthodologie et tout. Bon, il faut savoir que les chiffres qui sont fournis dans ce type de statistiques-là, surtout en ce qui concerne Human Rights Campaign, c'est des chiffres qui sont compilés par le FBI. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est ce qu'ils ont recensé comme officiellement crimes haineux contre des personnes transgenres. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Donc, ça veut dire que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Hein? Parce que tous ces crimes-là ne sont pas nécessairement toujours rapportés. Non, surtout sur la législation sur les crimes haineux aux États-Unis est très complexe. Il y a aussi des questions de transphobie, il y a des questions il y a des meurtres qui sont pas élucidés. Il faut comprendre aussi que souvent, et ça, c'est pas juste aux États-Unis, c'est aussi à travers le monde, quand c'est des personnes transgenres, très souvent, c'est pas des cas qui sont prioritaires. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a comme des trous un peu partout. Mais juste pour les chiffres, comme tu disais très bien, il y en a eu 30 cette année, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que il y a eu une augmentation de 32% de meurtres reportés contre les personnes transgenres et les non-binaires. Alors, 32% de 2021 à 2022. Donc, la progression est énorme. Et là-dessus, ce qui fait très peur, comme tu disais un peu plus tôt, il y a plus de 300 personnes qu'on a recensées depuis plusieurs années, et cette année, 33%. Et les chiffres, si on fait des croisements à différentes minorités, les chiffres sont différents. 62% des victimes sont des femmes transgenres noires. 85% sont des personnes qui s'identifient comme de couleur. Et 83% sont des femmes transgenres. Alors, les chiffres sont vraiment, à ce niveau-là, c'est assez révélateur. Je ne sais pas, tu veux que j'aille dans les chiffres. Ben, je pense que oui, il faut faire l'état des lieux. Puis, comme tu disais, là, on a déclaré l'état d'urgence. Je sais que c'est Human Rights Watch qui l'a déclaré, mais quand même, on ne parle pas d'un petit pays, là, on parle des États-Unis. Ben oui, et écoute, là, je vais continuer un petit peu dans les chiffres. Oui, je pense qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe là-bas. Vas-y, je t'écoute. OK, depuis 2013, 75% de toutes les victimes sont identifiées comme des transgenres de couleur, des femmes transgenres de couleur. OK, donc c'est le trois quarts. Ça inclut 207 femmes transgenres noires et plus de et elle compte aussi, les femmes transgenres noires comptent pour 62% de toutes les victimes connues. Hein. J'insiste encore, ces chiffres-là sont aussi des chiffres partiels. L'autre chose que je voulais aussi mentionner, c'est que dans les 12 derniers mois, plus de la moitié ont été des femmes transgenres noires. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est l'âge. Hein, l'âge de ces personnes-là. L'âge moyen des victimes est 30 ans. 3 victimes sur 4 ont moins de 35 ans
et 1 sur 10 est en bas de 21 ans. Wow. Wow. Donc, c'est quand même, donc il y a une progression aussi chez les transgenres jeunes qui sont victimes de meurtres. Euh, et depuis 2013, on a identifié des victimes dans 177 villes et 38 États. Encore, ce sont les cas reportés. OK? Alors, c'est vraiment un phénomène national. 63% des victimes ont été tuées seulement dans 10 États et 10% de toutes les victimes de violences qui ont été meurtrières et fatales ont été tuées au Texas et 9% en Floride. Ouais. Ouais. Je pense qu'on Et là, oui, vas-y avec le dernier chiffre. Je pense qu'on va essayer de comprendre tout ça, là. et juste pour savoir, c'est que depuis 2013, 40% des meurtriers ou meurtrières sont inconnus ou sont au large. Et on a arrêté 51 cas, mais mais 17% des cas ont été abandonnés, n'ont pas Ouais. été prouvés. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir comment on peut expliquer comment ça se fait, cette situation-là? Puis je pense que je vais aller directement dans ce que j'avais prévu de te poser comme question. Comment la désinformation là, que projettent les ténors des Trumpistes, là, dont Ron DeSantis au premier rang, qui est le gouverneur de l'État de la Floride et qui, dans sa loi Don't Say Gay, hein, ne pas dire gay à l'école, est-ce que c'est ça qui joue? Comment on en est arrivé là? C'est épouvantable, là. Écoute, j'aimerais bien que ce soit juste MAGA. OK? Ouais. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis en 2023, il y a eu 590 lois qui ont été déposées à travers les États-Unis. Ça implique 49 États. Hein? Donc, c'est vraiment un phénomène national. Et ce qui est plus intéressant, quand on parle toujours de la Floride, c'est peut-être un genre de... C'est l'enfant donc, terrible qu'on aime bien taper dessus de temps en temps, oui, oui. bon, en tant que Québécois, alors on prend la route et on descend jusqu'en Floride. Hein? Ouais. Bon, mais le Texas a passé 69 lois, l'Oklahoma en a 41 et la Floride 15. Donc, des lois qui réduisent les droits des personnes trans ou non-binaires ou personnes LGBT. Oui, et ce sur quoi on s'attaque le plus, c'est avec ces lois-là, ça touche naturellement les soins de santé, à la fois psychologiques et physiques, l'éducation, la reconnaissance légale, puis le droit à la mobilité publique que j'appelle, de se promener, puis en tant que personne transgenre. Alors, donc, il y a la violence que ton invité d'avant discutait. Il y a vraiment une violence, il y a la haine, mais il y a aussi tout le système législatif qui fait un travail de terrain incroyable. Et ça, c'est vraiment là, c'est l'héritage de Trump Mm. et des républicains. Hein. On en avait parlé, nommer des juges, passer redessiner les cartes électorales pour faire entrer encore plus de républicains. Alors, il y a vraiment ce côté-là qui est très, très fort. Et l'autre chose que je voulais ajouter, comment expliquer ça aussi, c'est qu'on ne peut pas ignorer euh, le système d'éducation et les écoles, les comités de parents, les commissions scolaires, qui font un travail d'acharnement sur les étudiants transgenres en limitant leur participation au sport, toutes sortes de trucs qui font que c'est même la tenue vestimentaire, on revient dans un code vestimentaire où il faut vraiment que ce soit cis-binaire. Alors, tu vois le genre. Donc, j'aurais aimé te répondre que c'est juste MAGA, mais c'est vraiment une lame de fond qui est assez profonde. Elle est profonde, cette lame-là. Puis moi, je me rappelle quand je travaillais à Radio-Canada, on faisait des reportages aux États-Unis. Puis je me rappelais, on voyait la droite aux États-Unis. Puis là, je fais bien attention quand j'utilise ces termes-là, mais on pourrait peut-être parler même de l'extrême droite. Alors, c'était à ce moment-là le mouvement anti-avortement. Et puis, ils prenaient le contrôle de conseils scolaires, de conseils municipaux, et puis montaient tranquillement, pas vite, leur petit royaume et finissaient par atteindre l'État, et voilà. Oui, oui, et c'est exactement ça. Et je pense qu'on a toujours l'œil du cyclone sur la Cour suprême. Ça, je l'avais dit dans ma première chronique. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment garder un regard très, très proche sur les législations d'État qui sont très puissantes. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et là, maintenant, la Chambre des représentants a passé une loi pour limiter justement
le droit des étudiants transgenres de participer à des sports et des trucs comme ça. Alors, donc, c'est vraiment une lame de fond. Et je te dirais que même des gens qui sont pas nécessairement trompistes, mais aussitôt, c'est correct, il y a le principe d'accepter la non-binarité, mais quand ça s'en vient dans la cour d'école, dans le vestiaire, et on s'énerve un peu plus. Mais justement, parlons-en un peu parce que tu y as fait mention, le sport et les personnes trans, c'est un gros débat aux États-Unis. Oui, alors là, je vais encore t'assommer avec des lois. Non, il n'y a pas de problème, je suis capable d'en prendre. Je vais encore t'assommer avec ça. Il y a 23 États aux États-Unis qui ont passé des lois qui limitent finalement la participation des personnes non binaires à des sports d'élite et des sports de compétition. Limite, dans le sens que dans certains cas, il y a des dispenses qui sont accordées, mais c'est très compliqué. Alors, le sport d'élite ou le sport de compétition dans les écoles secondaires surtout, et au collège, mais là, ça tombe sur le titre, le Title IX. Mais donc, il y a quand même 23 États qui ont passé ça. Et encore une fois, c'est pas nécessairement la Floride qui fait figure de bon premier. Alors, donc, je reviens encore à la métaphore de la lame de fond, mais la lame de fond est puissante. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas si on a beaucoup de temps, parce que je peux en parler pendant des Il me reste temps. encore à peu près une minute et quelques. Allons-y, oui. OK. Alors, moi, ce que je voulais mentionner là-dedans, c'est que c'était l'idée qu'on ne peut pas avoir des gens de l'autre sexe qui vont participer dans un sport des personnes non binaires ou transgenres participer dans le sport dont ils ne sont pas reconnus, leur identité sexuelle n'est pas reconnue. Mais en même temps, moi, je pose la question toujours à des personnes, des athlètes d'exception comme Michael Phelps. Je ne sais pas si tu te souviens de Michael Phelps, Oui. le nageur américain qui a gagné 28 médailles, mais c'était un corps d'exception. Le bonhomme, il faisait 3 brasses qui étaient rendu au bout de la piscine. Il mesurait 6 pieds et 4. Il avait des bras plus longs que le corps. Alors, ça pose la question de revenir au corps d'une façon très, très binaire et d'une lecture très, très restrictive, je dirais. Wow, Chantal Nadeau, à chaque mois qu'on se parle, je finis par des fois être découragé, mais en même temps, je me dis on a besoin d'entendre ces informations-là. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Chantal Nadeau, d'avoir été avec nous. OK, merci, Denis Martin. Merci. C'était Chantal Nadeau, qui est professeure d'études de queer, d'études féministes de l'Université de l'Illinois. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. En deuxième partie, Valérie Beau, autrice de Possible, un roman qui met de l'avant la bisexualité et la pansexualité. Et faire la grève de la faim pour que son identité de genre soit reconnue, nous recevons Alex Frédéric Mignot et on fait du vintage à la chronique Ma vie en cinéma queer. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 52. Dans cette deuxième partie, Valérie Beau, autrice de Possible, c'est un beau roman que j'ai lu et qui met de l'avant la bisexualité et la pansexualité, mais d'un point de vue féminin. Ça me semble qu'on ne voit pas ça souvent. Faire la grève de la faim pour que son identité de genre soit reconnue, nous recevons Alex Frédéric Mignot. Et puis, Donald Bilodeau nous revient pour la chronique Ma vie en cinéma queer. Puis on a décidé qu'on faisait vintage, qu'on faisait à gogo, à peu près tout. En fait, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on est à peu près tout ça, sauf une friperie. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Valérie Beau est une écrivaine française. Son premier roman Possible met particulièrement en visibilité les personnes bisexuelles et pansexuelles. Son roman questionne l'amour dans sa diversité. Elle est aussi, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, chroniqueuse pour l'émission. En fait, c'est l'émission sœur ou l'émission mère de notre émission à nous qui s'appelle Homo Micro, qui est à sa 19e saison.
son animateur doit être très vieux aussi. Faut pas que je dise ça, s'il m'entend, il va me vouloir me triper. Alors, c'est une émission donc qui met en lumière la culture LGBTQIA+. Elle est également, et ça c'est pas n'importe quoi, archiviste au musée du Louvre. Allô Valérie, qu'on rejoint Bonsoir. à Paris. Oui, bonsoir. Bonjour, oui, Paris. Oui. L'arc-en-ciel se lève aussi à Paris, même la nuit. Oui, ben il s'est peut-être couché, mais on va le lever un petit peu parce qu'il est quand même, hein, il y a 6 heures de différence entre nous. Valérie, je pose toujours la question aux nouveaux, aux nouvelles invités. On utilise quels pronoms et quels accords avec toi? Elle, hein? Elle, c'est bon. Alors, ton roman raconte en fait, je dirais des histoires d'amour à travers lesquelles Aurore, qui est ta personnage principal, poursuit sa quête. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle découvre qu'elle est amoureuse d'une femme, puis elle est toujours amoureuse d'un homme. Comment décrirais-tu toi-même ton roman? Eh bien, mon roman est une sorte de roman d'apprentissage d'une femme qui finalement essaie d'abord de comprendre ce qui lui arrive parce que elle est rentrée dans les rails d'une vie un peu comme tout le monde, mais finalement elle était attirée par les hommes aussi, elle est tombée amoureuse d'un homme, mais elle se rend compte aussi elle a un choc, on va dire, à un moment dans sa vie où elle tombe amoureuse d'une femme, donc là elle ne comprend plus. Et tout le monde essaie de dire qui elle est à sa place. Et à un moment, elle se dit mais qui je suis? Et entre les rencontres et son introspection, en fait, on rentre dans sa tête et on la suit sur sa découverte. Oui, parce que beaucoup des personnages, en fait, des femmes qu'elle rencontre, lui disent « Mais non, mais t'es lesbienne. » Mais elle dit « Mais écoute, pas nécessairement. En fait, c'est ça, hein, à un moment donné, elle se révolte contre le fait qu'on veut la définir contre son gré. Exactement. Et effectivement, j'ai beaucoup milité auprès de l'association en France qui s'appelle Because. Because. Pour la visibilité des personnes bisexuelles et pansexuelles. Alors moi aussi, hein, parce que je me suis posé des questions de ma propre identité, que je ne trouvais pas de réponse. Et on a beaucoup travaillé sur la biphobie, ce que ça pouvait être, où les personnes disent mais non, t'es ceci, t'es cela, tu sais pas ce que tu veux. Et à partir aussi, j'ai à un moment tenu une ligne d'écoute et j'ai entendu tellement de choses et je me suis dit mais c'est pas possible. Il faut qu'il existe une histoire. En fait, j'avais envie de l'écrire au féminin, une histoire qui nous ressemble et j'ai écrit le livre que j'avais envie de lire, hein, qui soit aussi porte-drapeau de ces voix méconnues et qui se sont tues aussi parce que les personnes par facilité disent je suis lesbienne, mais après, quand on creuse, les personnes se disent bah non, finalement, je suis bisexuelle. Ouais. J'ai lu beaucoup de livres d'autrices, d'auteurs et d'auteurs queer, crois-moi, parce que outre cette émission de radio, je gère aussi un festival littéraire en tant que directeur artistique. Et je t'avoue que c'est le premier qui aborde ces thématiques-là, de la pansexualité, de la bisexualité d'un point de vue féminin. Est-ce que je me trompe? En tous les cas, moi, j'en connais aucun autre ou alors j'ai lu des choses écrites par le monde hétéro qui sont caricaturaux, Oui. une caricature un peu de ce que l'on peut ressentir. Et là, j'ai voulu écrire quelque chose auquel énormément de personnes, donc bisexuelles ou pansexuelles, puissent se reconnaître. Et j'ai des personnes, c'est très troublant, qui m'ont dit, voilà, ce roman a changé ma vie. Alors, jusqu'à quel point ce roman parle-t-il de toi, Valérie, si tu es à l'aise d'en parler, évidemment? Oui, oui, oui. Donc, ça part effectivement d'interrogations personnelles et d'un parcours personnel, parce qu'à un moment, je me suis posé les mêmes questions. J'étais face à cette même invisibilité. À vrai dire, il a fallu qu'à un moment, je ne savais plus qui j'étais. J'étais avec une femme qui disait mais t'es lesbienne, mais je me suis dit comment je peux être lesbienne alors que dans ma vie je suis tombée amoureuse déjà d'un homme et j'ai même eu des enfants avec un homme, donc je disjonctais complètement sur internet dans les années 2000 j'ai découvert Because et je me suis dit ah oui mais alors en fait je suis pas la seule, la bisexualité ça existe, en fait j'en étais à ce niveau-là. Wow. Et puis bon j'ai fait mon chemin. Après, j'ai adhéré à Because, on va dire, j'ai été coprésidente, co-porte-parole, je serai adhérente à vie parce que je soutiens vraiment cette association. Et puis, j'ai commencé à écrire et je me suis dit, voilà, je vais écrire un roman, mais après, c'est vraiment romanesque. On va dire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu m'a servi de matériel.
mais je me suis éloignée de ma vie parce que sinon je me serais ennuyée de me raconter. Et mes personnages, je les ai suivis, je savais pas trop où ils allaient, mais j'avais quand même une idée. Donc voilà, après c'est un matériel d'autofiction au départ, mais qui est parti sur du romanesque et c'est pas ma vie et ça m'a beaucoup amusé Mais de c'est l'écrire. le propre de l'autofiction. On améliore ce qu'on veut améliorer, on empire ce qu'on veut empirer. Entre auteurs, on se comprend là-dessus, toi et moi. J'aimerais juste, parce que le temps file, j'aimerais aussi que tu nous parles de ta vie présentement. Je sais que tu es chroniqueuse toujours à Homo Micro. Oui, tout à fait. Et c'est grâce à ce roman, parce que Brahim, qui anime l'émission, m'a invité pour présenter Possible. Et on s'est revus quelques temps plus tard, et à partir de là, il m'a proposé d'être chroniqueuse, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et c'était une proposition qui se refusait pas. Ben, on peut pas refuser rien à Brahim. Il m'a fait la même chose. Je suis allé parler d'un de mes romans à son émission quand j'étais à Paris. Et depuis, je fais de la chronique de temps à autre à l'émission. Valérie, le temps file, mais c'est quand même pas rien. Tu es quand même quelqu'un qui a un job important. Tu es archiviste au musée du Louvre. C'est quand même, hein, comment je veux dire, ça secoue l'imagination, tout ça, là. C'est génial, hein. Et puis moi aussi, ça me nourrit d'une imagination. Donc j'ai le bonheur de connaître les coulisses du Louvre qui sont absolument extraordinaires. Parce qu'il y a c'est quand même le plus grand musée du monde, mais on est 2000 personnes à y travailler Allez. et il se passe énormément de choses en sous-sol, en hauteur, partout. Ben, clairement, après avoir vu aussi les films, la série Lupin sur Netflix, comment il fait des vols là-bas, mais on va le laisser faire, là. Sérieusement, Valérie, je vais terminer l'entrevue ici. On a d'autres entrevues, mais je voulais souligner que le livre Possible, il est disponible au Canada. Il faut le commander en ligne, évidemment. Et une lecture que je recommande. Et puis, au plaisir de se rejaser, toi et moi. Avec grand plaisir. Allez, au À revoir. très vite. Mon prochain invité est une personne qui fait la grève de la faim présentement pour obtenir la notation X sur la carte d'assurance maladie du Québec pour les personnes comme elle qui sont des personnes non binaires. La personne s'appelle donc Alex Frédéric Mignot qui est en ligne avec nous. Je n'a pas toujours allumé son micro. Voilà le micro allumé. Bonjour Alex. Bonjour Denis, enchanté. Enchanté. Alors, Alex, je l'ai dit d'abord au départ, Yel, mais j'aimerais que tu nous le dises. Toi, tu utilises quels pronoms et quels accords? Effectivement, mon pronom c'est Yel, j'utilise des accords masculins. Excellent. Euh, D'abord, je pense que je dis aux gens, tu as déclenché une grève de la faim il y a une semaine. Ça fait une semaine que tu manges très peu ou presque, je pense, de l'eau et un bouillon de temps en temps. Effectivement. Pour obtenir donc qu'on reconnaisse ton identité de genre sur ta carte d'assurance maladie et entre autres choses. Comment te sens-tu aujourd'hui? Commençons par ça. Ah ben, ça va bien, merci. C'est ma 8e journée aujourd'hui, donc pendant la nuit d'hier à aujourd'hui, lundi, ben, j'ai passé officiellement le cap de 1 semaine depuis mon dernier repas. Alors, je fais de mon possible pour m'hydrater entre-temps. Mais je tiens bon parce que la cause me tient vraiment à cœur. Pour moi, c'est encore plus de base que ça. C'est simplement la reconnaissance du marqueur de sexe qui est sur mon certificat de naissance, sur mes autres documents au gouvernement. Oui, Puis parce que ben, ça, ça, tu as obtenu, ça, c'est déjà obtenu. Tu peux avoir je pense, un certificat de naissance qui a le marqueur X, si je ne me trompe pas, là. mieux que ça, même, j'ai un certificat de naissance qui a été émis là, juste après que le jugement Moore soit passé en janvier 2021, puis dans lequel il n'y a aucun champ marqueur de sexe. Moi, ça, c'est ma meilleure pièce d'identité. Mais depuis, effectivement, j'ai obtenu un certificat de changement de la mention du sexe. Donc, ça fait bientôt 1 an. Alors, justement, qu'est-ce que tu vas obtenir cette fois-ci dans ton combat là, que tu mènes depuis une semaine? Ben, de ce que je constate, c'est qu'il y a quelque chose au gouvernement qui bloque. Pour l'instant, le X est pas disponible dans tous les ministères et organismes, puis en particulier, il n'est pas disponible dans ceux dans lesquels, ceux dont les services, dont j'ai besoin des services le plus urgemment, c'est-à-dire le ministère de la Santé et donc la RAMQ, ainsi que ben, la SAAQ pour mon permis de conduire. C'est les pièces que j'utilise le plus souvent.
Et pourtant, on dirait que c'est les dernières qu'on va obtenir. Puis moi, je ressens une réelle urgence là en ce moment. Comment tu te sens justement quand tu te rends pour avoir un service à la SAQ ou que ça soit fait plus souvent qu'autrement, on va à l'hôpital là, parce que la SAQ, on y va peut-être une fois par année, là. Mais comment tu te sens quand tu vas à l'hôpital puis que tu dois présenter cette carte et j'imagine que les risques d'être mégenré sont horribles. Ben, quand je me rends à l'hôpital, que ce soit à l'urgence ou pour un suivi planifié, je rentre là-bas avec une peur indescriptible, vraiment, parce que c'est pas juste des petites micro-agressions. Des fois, on va carrément, il y a des gens qui vont, je m'excuse l'expression, mais qui vont gatekeeper carrément, qui vont agir comme une barrière. Le moindrement que je me conforme pas aux catégories administratives que dicte leur système informatique. Et ça implique donc de choisir une case F ou M que je dois ensuite porter, qui va ensuite être visible. Ça se répercute, ça a des tentacules gigantesques dans tous les traitements que je reçois. C'est lourd à porter. Puis, ben, dans mon cas, ma santé physique va bien. C'est ma santé mentale pour laquelle j'ai souvent besoin de soins. Alors, comme vous pouvez sûrement imaginer, ben, je suis pas toujours apte à me défendre. J'ai pas toujours la présence d'esprit ou la force mentale même de dire écoutez, non, garde, on peut-tu corriger cette erreur-là une fois pour toutes, s'il vous plaît? Vous avez pas d'affaire à me dire ça. J'ai pas la force quand je me rends là-bas. Fait que pour moi, c'est doublement grave et lourd à porter. La ministre qui est responsable du dossier donc LGBTQIA+, au gouvernement, Martine Biron, dit que, en fait, tu as même demandé d'arrêter là parce qu'on va régler ça bientôt. Est-ce que tu as eu des contacts? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu sens que quelque chose va se passer? J'ai pas eu de contact direct. Tout ce que j'ai eu avec la ministre Biron, c'est un refus, en fait, de rencontrer l'Alliance Arc-en-Ciel et en même temps moi-même. Je veux dire, ça aurait été mon occasion de justement m'adresser à elle plus ou moins directement et elle l'a refusé. Alors, ça m'a énormément surpris que ensuite je l'entende en ondes s'adresser à moi. Pour moi, ça faisait pas très... ça me démontrait pas qu'elle était à l'écoute, ça me démontre pas qu'elle essaie de faire preuve d'empathie, ça me démontre pas du tout un comportement d'allié. Puis depuis ce temps-là, ben, j'appelle à ce qu'elle lâche le dossier, en fait, parce que je trouve ça inacceptable. Nous, on s'inquiète de ta santé. Est-ce que tu vas continuer longtemps comme ça? Moi, je vais continuer tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Le gouvernement ne peut pas choisir quelle loi il applique puis quelle loi il va appliquer quand tout va être à son goût. Ça fait déjà longtemps, là, depuis juin 2022, qu'on dit qu'on a le droit dans le Code civil au marqueur de sexe X. Alors, tant qu'à moi, c'est pas normal que ça traîne encore. Oui, mais ta santé là-dedans, tu sais qu'il y a des risques à faire une grève de la faim aussi longtemps qu'on pourrait la faire, là? Absolument. Puis j'ai commencé en mai dernier à en faire. Maintenant, en ce moment, c'est ma 4e. J'ai appris mes erreurs. C'est un peu de l'essai-erreur, en fait. Une fois de temps en temps, une visite à la pharmacie est justifiée. Mais jusqu'à date, je tiens super bien le coup. Le corps humain est étonnamment résilient. Ah, mais en tout cas, mais merci beaucoup d'avoir gardé quelques énergies pour nous parler à ce moment-ci, Alex Frédéric Mignot, qui fait donc une grève de la faim pour qu'on applique la loi là, jusque dans à l'assurance maladie et la Société d'assurance automobile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Au plaisir. Au plaisir. Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. Bon, mon Dieu, c'est une émission chargée. Je voulais vous dire, parce que je me suis rendu compte cette semaine qu'on a esquivé complètement le festival Imagination ici à cette émission. Et pourtant, hein, j'avais le magazine Fugue à côté de moi, mon bureau, avec la première page. Ça arrive des fois qu'on passe à côté, mais on va y revenir parce qu'on va quand même faire un bilan de ça. Mais c'est pas le but de notre chronique aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on parle de bons vieux films queer. De bons vieux films québécois. Queer. Oui. Québécois queer, oui. Québécois queer, c'est ça. Alors là, je ne parlerai pas de Xavier Dolan parce qu'on en a déjà parlé il y a 2 mois. On avait fait une émission spéciale sur lui d'ailleurs. Ouais. Et je ne parlerai pas non plus des films comme par exemple Le déclin de l'Empire américain, qui est un chef-d'œuvre de Denis Arcand, dans lequel il y a un personnage gay qui était interprété par Yves Jacques. Ouais. Je vais vraiment parler des films, essayer de retracer dans le passé les films dont c'était la thématique LGBTQ+. D'accord. Alors,
Juste vous dire aussi que la plupart de ces anciens films-là ont été restaurés dans le cadre du projet Éléphant, la mémoire du cinéma québécois. Donc, il y a possibilité de les voir sur la plateforme Éléphant, ce que je fais moi-même régulièrement, puis ils sont de très, très bonne qualité. On doit dire merci à Pierre-Carl Pellado parce que c'est vraiment son implication personnelle là-dedans. C'est quelque chose de bon qu'il aura fait. J'ajoute rien. On rajoute rien, mais ça sera, faut parler positif. Alors, et puis de toute façon, ils sont présentés parfois aussi à la Cinémathèque québécoise. D'accord. Le premier film, à ma connaissance, je précise à ma connaissance, si jamais vous êtes au courant, s'il y a eu des films plus vieux que ça, vous nous le direz, ça nous fera toujours plaisir, on aime apprendre. Mais à mon avis, l'un des premiers films qui traite du milieu gay, mais de façon très superficielle, très légère, comme un frisson sur l'eau, c'est le film « À tout prendre » de Claude Jutras, tourné en 1963. C'est fait l'objet d'un livre qui a été publié par Julie Vaillancourt. Oui. À tout prendre, il était une fois dans l'Est. Oui. C'est sa thèse de maîtrise en cinéma, d'ailleurs. Exact. On va en parler après d'Il était une fois dans l'Est. Mais À tout prendre, donc tourné en 63, c'est l'histoire d'un jeune intellectuel québécois qui s'interroge sur son identité et remet en cause sa relation amoureuse avec une jeune mannequin de race noire alors qu'il est troublé par ses propres pulsions homosexuelles. Bon, c'est un film... je veux dire, Claude Jutras était connu quand même dans la communauté qu'il était gay, mais ça prenait quand même de l'audace pour tourner ça dans les années 60, d'autant que le cinéma n'était pas très populaire, c'était la télévision qui était reine à l'époque. À tout prendre est souvent considéré comme le premier film moderne du cinéma québécois et l'un des plus inventifs. Il y a donc la regrettée comédienne et mannequin Joanne Harel, qui est la complice de Jutras. Dans ce film, qui est en plus d'être un des premiers films gays, un des premiers films à présenter la liaison, dis-je, d'un jeune Québécois blanc avec une jeune femme noire. Donc, on brise des tabous, là. On y allait à fond. Ouais. 6 ans plus tard, en 1969, le jeune, à l'époque, cinéaste Jean-Claude Lard réalise son premier long-métrage qui s'appelle « Délivrez-nous du mal », adapté du roman de Claude Jasmin. L'action qui se passe dans les Laurentides et à Montréal au début des années 60 met en scène 2 amants homosexuels dans la trentaine, André et Georges, issus de milieux socio-économiques différents, et dont l'un d'ailleurs, Georges, est bisexuel. Ils vivent une relation sadomasochiste ponctuée par le chantage, la raillerie, la menace du suicide et le recours à des tueurs à gages, rien de moins. Le titre du film reprend d'ailleurs la dernière demande du Notre Père, la prière la plus répandue chez les chrétiens, « Délivrez-nous du mal ». Dur à croire, mais c'est notre Yvon Deschamps national qui incarne le personnage d'André. On a de la misère à imaginer Yvon Deschamps dans un film comme ça. Ouais. Et alors que le comédien Guy Godin, qui la même année triomphait dans le fameux film érotique Valérie avec Daniel Ouimet, il est l'amant bisexuel Georges. Au générique, il y a également l'excellente actrice Catherine Bégin, que l'on retrouvera bien des années plus tard dans le cinéma de Xavier Dolan, notamment Laurence Anyways. Alors, le film Délivrez-nous du mal a suscité tout autant la controverse que le roman. Sa parution a été d'ailleurs retardée pendant 2 ans et sa sortie est passée inaperçue. Dommage, mais on peut le voir sur Éléphant. 5 ans plus tard, voyez comment c'est espacé, hein? Ouais. En 1974, c'est au tour du film « Il était une fois dans l'Est » d'apparaître sur nos écrans. Alors, le film, lui, obtient beaucoup de succès, sans doute parce qu'il est réalisé par André Brassard et qu'il met en scène les personnages déjà bien connus de Michel Tremblay. Alors, au-delà des belles-sœurs, qui occupent une place prépondérante dans la production et qui sont dominées par le personnage de Germaine Lauzon, brillamment incarnée par une Manda Parent plus grande que nature, on fait référence ici à plusieurs personnages gays de l'univers de Tremblay. Alors, il y a d'abord Denise Filiatro et Amulette Garneau qui forment sans doute l'un des premiers couples lesbiens du cinéma québécois, Hélène et Simone, dites Bec de Lièvre. Et il y a aussi Jean Archambault, évidemment, et Gilles Renaud, qui forment eux aussi un couple qui est constitué de Claude, alias Hosanna, et de Raymond, alias le rocker Cuirette. Un univers qu'on connaît très bien. Qu'on connaît très bien. Ouais. On assiste aussi à l'arrivée d'hommes gays qui se travestissent pour exercer leur métier qu'on appelle aujourd'hui celui de drag queen, mais en 1974, on appelait ça des travestis. Parmi les personnages les plus importants du répertoire de Tremblay, il y a bien sûr Édouard, qui devient la duchesse de Langeais.
incarnée par Claude Guay, et il y a Sandra, qui est la propriétaire du cabaret, majestueusement interprétée par André Montmorency, démoniaque à souhait. En effet, alors qu'Hosanna réalise son désir fabuleux de se transformer en Cléopâtre pour un concours au cabaret de travestis qu'elle fréquente, elle ignore que Sandra lui a tendu un piège avec la complicité de Cuirette pour se venger d'elle et la ridiculiser. Alors, il y a tout là-dedans. Il y a la moquerie, il y a, il y a la trahison. La trahison, l'ostracisation, Ah, tout oui. est là. Il faut lire en passant, il faut lire le plus récent de la série qui est La Scheherazade des pauvres. Oui. Parce que on vit en lisant ça, comment Hosanna s'est senti. Oui. Oui. Ah oui. Et tu avais déjà interviewé André Montmorency, j'étais présent et j'avais dit à André Montmorency que si ce film-là avait été américain, là, qu'il aurait été nominé aux Oscars dans la catégorie acteur de soutien tellement qu'il était extraordinaire. Ouais. Là, on saute, là, bien des années plus tard, je vais pas parler de tous les films parce qu'il y en a énormément, on fera ça dans une autre chronique, mais en 92, il y a un grand film très important qui s'appelle Being at Home with Claude, de Jean Baudin, qui est tiré de la pièce de théâtre du même nom du dramaturge René Daniel Dubois. Alors, l'histoire, c'est à travers l'interrogatoire d'un inspecteur de police. Le film raconte la rencontre d'un prostitué avec un homme qui, au départ, ne s'avoue pas homosexuel, mais qui se transforme en passion sexuelle morbide. C'est un trio d'acteurs exceptionnels dans ce film-là. Roy Dupuis, qui incarne Yves, le prostitué, Jean-François Pichette, qui est Claude, son amant, et le grand Jacques Godin, qui incarne l'inspecteur, qui voit à la fin de l'interrogatoire ses valeurs changer quelque peu. Donc, c'est vraiment un très bon film. Oui, pas juste pour voir Roy Dupuis. Non, quoique ça peut être intéressant. La raison est quand même bonne, mais bon, voilà. En 2003, il y a le film Mambo Italiano. C'est une comédie du réalisateur Émile Gaudreau. Bon, c'est un film québécois, certes, mais qui a été tourné en anglais et traduit par les acteurs eux-mêmes. J'en parle rapidement, mais c'est quand même un film qui est adorable. C'est pas un grand film, ça gagnera pas, ça n'a pas gagné un tas de prix, mais c'est un film sympathique qui met en vedette un jeune homme gay qui tombe amoureux de son ami d'enfance, le beau Nino. Et l'ennui dans tout ça, c'est que Nino est un policier et qu'il est hors de question pour lui d'avouer son homosexualité à son entourage. Alors qu'Angelo, lui, voudrait crier son bonheur sur tous les toits. Les acteurs sont extraordinaires. Les parents d'Angelo sont joués par Ginette Renault et Paul Sorvino dans cette comédie à l'italienne qui regroupe aussi Sophie Lorrain et Pierrette Robitaille. Ah, c'est la scène de la tape derrière la tête. Ah, c'est tellement drôle. C'est très, très drôle. En 2005, oui. Comment ne pas citer Crazy du regretté Jean-Marc Vallée avec un autre regretté, Michel Côté, au sommet de son art. Tout le monde connaît l'histoire. Né le jour de Noël 59 dans une banlieue de Montréal, un jeune homme qui nie ses pulsions homosexuelles recherche l'approbation de son père. Le jeune homme en question, le Z de Crazy, c'est Zachary Beaulieu, joué par Marc-André Grondin, alors que Michel Côté incarne, lui, Gervais Beaulieu, le père incompréhensif, grand amateur de musique, notamment de Charles Aznavour et de Patsy Cline. Et Daniel Leproux incarne sublimement Lauriane, la mère de Zachary. Salué par la critique, le film a rencontré un très grand succès d'audience, tant au Québec qu'à l'étranger, et le récit attachant et sensible est émaillé de touches fantaisistes. Quant à la réalisation de Jean-Marc Vallée, que dire, elle est dynamique et souvent inventive, à voir sans faute. En tout cas, moi, je l'ai revu cet été quand j'étais à Paris parce qu'on était pris avec les émeutes. Alors, il y avait ça à la télévision. Je disais, on va regarder à nouveau Crazy. C'est encore bon. C'est encore bon. Ouais. Très récemment, en 2019, il y a un film que j'ai adoré, mais qui est passé un petit peu inaperçu. Je trouve ça dommage, donc je vais vous en parler. Ça s'appelle L'Acrobate, du réalisateur Rodrigue Jean, qui a aussi réalisé un documentaire en 2008 qui s'intitule Homme à louer et qui est un film documentaire qui parle de la prostitution masculine à Montréal. L'Acrobate, c'est une histoire qui repose sur les épaules de deux magnifiques acteurs, magnifiques dans les deux sens du mot, je me permets de le dire. Sébastien Ricard, donc, qui personnifie Christophe, et l'acteur biélorusse Yuri Polo, qui incarne Misha, un acrobate russe blessé lors d'un accident. Alors, Christophe rencontre Misha lors de la visite d'un appartement en travaux. Ce dernier, pris d'une pulsion sexuelle intense, se jette sur lui et ils entament une relation.
On va loin dans ce film-là. Au niveau de la sexualité, on parle notamment de l'ondinisme, ou si vous préférez, douche dorée, hein? Ouf, OK. Water sports, comme le disent souvent les anglophones. C'est une fine réflexion sur la solitude urbaine contemporaine. C'est un film qui est évidemment au rythme très lent, qui se déroule l'hiver. Bon, et je vous le dis, il faut être en forme pour le visionner, il ne faut pas être fatigué, on ne regarde pas ça à 11 heures le soir. Ça ne s'adresse pas à tous les publics, mais moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est une œuvre violemment charnelle et explicite, célébrant les corps masculins. Puis, il faut le dire, une sexualité consentie est toujours bonne et toujours belle. Exactement, je suis entièrement d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas avec les pratiques. C'est ça, ça regarde les personnes concernées. Allons-y rapidement pour le dernier titre dont tu veux parler. Le dernier titre, donc c'est ça, c'est Homme à louer, du même réalisateur Rodrigue Jean. C'est un documentaire, cette fois-ci, qui a été tourné sur une période d'1 an au Village Gay de Montréal. C'est un long documentaire, en 144 minutes. Mais c'est essentiel parce que le documentaire suit la vie de 11 hommes prostitués au cours d'une année, racontant leur lutte pour survivre aux dépendances, aux abus, à la stigmatisation liée à l'alcool et aux drogues et à leur passé troublé. Merci Donald Bilodeau. C'est un plaisir. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @DMChabotAuteur. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 52, en ce 27 novembre 2023. Je remercie toute l'équipe, Maurice Bolduc à la mise en onde, Marie Massé et Godéric Traub à la recherche. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.